Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cinéverse. Aujourd'hui, on est à la Paris Games Week. Cette année, c'est la 10e édition du festival incontournable en matière de jeux vidéo. Et je sais déjà ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'un site de cinéma comme nous vient faire dans un festival comme celui-là? Eh bien, c'est très simple. Depuis quelques temps, le jeu vidéo est rattaché, voire même comparé de plus en plus au cinéma. Du coup, dans cette vidéo, on va voir trois axes différents. Pour commencer, les adaptations de films en jeu. Ensuite, on va s'intéresser aux films interactifs. Et enfin, on va plus se questionner sur la place du cinéma dans le jeu vidéo à travers le scénario, la réalisation et surtout la place de l'acteur de cinéma dans les jeux vidéo. Et tout ça, on le voit maintenant. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on adapte un film en jeu? La réponse elle est simple, c'est du marketing, puisque la plupart du temps, le jeu va sortir en même temps, voire légèrement avant le film. Et d'ailleurs, c'est une stratégie qui a un nom, on appelle ça le Movie Tie-in Game. Mais alors, quand est-ce qu'on a eu cette idée d'adapter un film en jeu? Pour répondre à cette question, il faut remonter en 1975, avec une borne d'arcade Atari des Dents de la Mer, un jeu réalisé sans les droits d'adaptation du film de Spielberg. Dès 1979, on compte au moins un jeu par an adapté d'un film, et c'est dans les années 2000 que le concept explose. On comptera presque 35 jeux en 2006 par exemple. La plupart du temps, on adapte des blockbusters hollywoodiens, comme ça on est sûr de vendre à un maximum de personnes. Et pourtant ces jeux sont souvent assez moyens, voire très mauvais. Tout le monde connaît l'histoire du jeu E.T. sur Atari qui finit enterré dans le désert tellement il était mauvais. Et pire encore, le film ne devient qu'une couverture pour vendre un jeu qui n'aurait pas eu le même impact, au détriment du scénario du film qui disparaît complètement. C'est le cas par exemple de Men in Black qui n'utilise que des personnages du film dans un jeu qui n'a plus aucun rapport avec le film. Et pour ça, je vous renvoie vers la vidéo du joueur du grenier. Alors, les jeux moyens ne sont pas une généralité non plus. Et il y a des titres qui ont marqué des générations entières, comme GoldenEye sur Nintendo 64, ou tous les dessins animés de Disney dans les années 90, comme Le Roi Lion et Aladdin, qui ont été adaptés sur toutes les plateformes existantes. Pour ma part, j'ai pu y jouer et j'ai jamais passé les seconds niveaux. Plus récemment, on note moins d'adaptations vidéoludiques, mais les leaders sont sûrement légaux avec leur vision de Star Wars, dont une nouvelle adaptation des 9 films est à venir en 2020, ou encore du MCU, Pirates des Caraïbes, Jurassic Park et même Les Indestructibles de chez Pixar. Ce sont des jeux tout public, reprenant la trame des films qu'ils adaptent, mais qui se permettent d'ajouter leur touche d'humour et aussi d'explorer l'univers du film. Alors oui, on joue à ces jeux pour des raisons assez simples. On veut prolonger l'expérience vécue avec le film, puisque même s'il s'agit de la même histoire, le temps est décuplé, et un film d'1h30 s'allonge jusqu'à atteindre un temps de jeu d'une dizaine d'heures. A l'inverse, le jeu peut donner envie de voir le film, ou peut même le remplacer. Pour vous donner un exemple, j'ai beaucoup joué étant petit au jeu Madagascar sur PS2. Pourtant, j'ai jamais vu le film, et j'en ai pas ressenti le besoin puisque tous les éléments du film étaient dans le jeu. D'un autre côté, si on joue à ces jeux, c'est aussi pour incarner son héros. Combien d'entre nous ont pris un malin plaisir à incarner James Bond dans GoldenEye ou Batman dans Batman Begins? Le film nous permettait sans doute de nous identifier au héros, mais le jeu pousse plus loin en nous le faisant incarner et d'un coup on est maître des choix du personnage. Justement, faire des choix, c'est le sujet de notre deuxième axe, les films interactifs ou les jeux où nos choix influent sur les récits. Forcément, c'est un genre un peu spécial, aussi bien au cinéma que dans le jeu vidéo, et on va d'abord se pencher sur le cas des jeux. Quand on parle du film interactif, on pense spontanément à des jeux comme Heavy Rain, Détroit ou encore Beyond Two Souls, des jeux en motion capture dans lesquels on incarne un ou plusieurs personnages et où nos choix effectués pendant des cinématiques ou des dialogues influent directement sur l'histoire. C'est ainsi que dans Heavy Rain, nos choix peuvent nous mener soit à la résolution de l'enquête, soit à un échec total et la mort de plusieurs protagonistes. Pourtant, le principe remonte à bien plus loin, avec le jeu Dragon Slayer, un dessin animé dans lequel le joueur doit avoir le bon réflexe au bon moment pour ne pas perdre. D'ailleurs, ça a donné naissance au FMV, ces jeux un peu étranges dans lesquels on mettait en scène de vrais acteurs modélisés, mais le procédé est vite obsolète avec l'arrivée de la 3D. Au cinéma, la pratique est très peu répandue et vraiment très récente, malgré une expérimentation en 67 à l'Exposition universelle de Montréal, avec le film Kino Automate de Raduz Chinchera. Cela consistait en un film mis en pause à 9 moments précis, et les spectateurs devaient, à l'aide de 2 boutons sur leur siège, choisir la scène qui suivait. Ce procédé avait plutôt un but scientifique, et d'étudier les choix des différents publics, qui s'avéraient être globalement les mêmes.
Je disais que c'était une pratique récente au cinéma, mais je devrais plutôt dire sur les plateformes de streaming, puisqu'au cinéma, on n'a encore jamais vu de film à choix, et la seule interactivité, c'est la 4D, la 3D ou la 3D+, qui ajoute des sensations physiques pendant la projection. C'est donc sur Netflix que le procédé est plus répandu, et c'est avec le film ou épisode de série Bandersnatch que tout a commencé. Le principe est simple, le spectateur se voit proposer des choix pendant le film, changeant ainsi la direction que prend l'histoire. Depuis, on a vu d'autres séries utiliser ce procédé, comme la série Minecraft Story, adaptée du jeu de Telltale, lui-même adapté du célèbre jeu de Marcus Persson. On a pu voir jusqu'ici quelques exemples de la relation entre le cinéma et le milieu vidéoludique. Mais en soi, quelle est la part d'importance du cinéma dans les jeux ? Premièrement, on va parler de la base d'un jeu comme d'un film, c'est-à-dire le scénario. C'est la colonne vertébrale d'un film puisqu'elle structure le récit et l'univers dans lequel évoluent les personnages, et c'est ce qui scelle leur destin. Pour le jeu vidéo, c'est globalement la même chose. C'est un document qui va aider à la création et à l'appropriation d'un univers. Tous les jeux ont un scénario ou au moins un concept. Space Invaders, par exemple, nous raconte la survie d'un vaisseau spatial face à 2 terribles aliens. Aujourd'hui, évidemment, le scénario occupe une place importante et devient même un argument de vente et motive le joueur à terminer le jeu. Pendant le salon, on a pu parler avec un des membres de l'équipe de Square Enix qui nous présentait Final Fantasy VII. Il nous précisait que cette version était un remake, comme on fait des remakes de films, puisqu'on avait modernisé l'histoire en changeant quelques éléments. Et on peut aussi parler de Spider-Man qui crée un univers au tisseur maintes fois adapté dans les médias existants, ou encore de The Last of Us qui nous parle de zombies et autres détériorations de notre société, tout comme l'ont déjà fait des films comme 28 jours plus tard, ou des séries comme Walking Dead. Pourtant, le scénario du jeu renouvelle le genre et happe le joueur dans cet univers, avec des personnages évidemment très réalistes et qui feraient passer les acteurs de Walking Dead pour des pantins. Et rien qu'à voir les réactions des joueurs, on ne peut que deviner la qualité du jeu, de son scénario et de sa réalisation. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby, stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Oui, la réalisation joue énormément au succès d'un jeu. Des hits comme Uncharted ou Red Dead Redemption 2 sont non seulement bourrés de références aux films du même genre, mais aussi d'une réalisation, de mouvements de caméra dignes des plus grands westerns ou autres films d'aventure, sans compter la fonction cinéma qui permet au joueur de poser sa manette et de profiter des images. Un autre élément qui se démocratise de plus en plus, c'est la place des acteurs de cinéma dans le jeu vidéo. Certes, on a déjà eu dans des adaptations des modèles 3D de nos acteurs favoris, mais aujourd'hui, grâce à la performance capture, ces mêmes acteurs font entièrement partie du jeu. On peut parler de la présence de John Bernthal dans le dernier Ghost Recon, la présence de Kevin Spacey ou Kit Harington dans des jeux de Call of Duty, et aussi de Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077, et même Norman Reedus dans Death Stranding. Et forcément, avec la présence de stars, les éditeurs de jeux sont certains de faire un carton, même si le jeu n'est pas si terrible que ça au final. L'acteur devient un argument marketing pour la réussite économique du jeu. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui de la question, même si évidemment je n'ai pas parlé de tout ce qui touche à ces deux médias. J'aurais pu vous parler des jeux adaptés en film, mais pour ça je vous renvoie vers l'excellente émission Crost de Karim Debache. Moi, c'est ici que je vous laisse, je vais certainement me refaire une petite partie. Et avant de partir, soyez sympas, vous pouvez nous suivre sur notre site, notre Twitter, et bien sûr sur cette chaîne, tous les liens sont en description.